Bonjour. La séance d'aujourd'hui porte sur le devoir surveillé numéro 1 pour les troncs communs option français. Donc, il est basé sur les leçons tension électrique, courant électrique, association du conducteur ohmique et la mole. Donc, on commence par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1 s'intéresse à la première leçon, le courant électrique. On considère le montage expérimental suivant, un circuit qui comporte des conducteurs ohmiques, des lampes et une solution ionique. Donc la première question demande de représenter le sens du courant et le sens de déplacement des électrons, des cations, des anions dans la solution électrolytique. Alors, le circuit électrique devant nous, donc la première question, sur la figure, on représente le sens du courant, le sens du déplacement des électrons, des ions. Voilà. Donc l'objectif de la première question, c'est d'être capable de représenter le sens du courant, le sens de déplacement des porteurs de charge étant donné les électrons et les ions. Alors dans le schéma ici, on a représenté le sens conventionnel du courant I. Le courant sort de la borne positive du générateur et il entre par la borne négative. Pour le sens de déplacement des électrons, les électrons se déplacent dans les fils métalliques dans le sens inverse du sens conventionnel du courant. Pour les ions dans la solution ionique, l'ion Cl- c'est un ion négatif et se déplace dans le sens inverse du sens conventionnel du courant et se dirige vers l'électrode positive. Par contre, l'ion Na+ se dirige vers l'électrode négative. De cette façon-là. Donc l'objectif ici, c'est d'être capable de représenter le sens conventionnel du courant dans un circuit électrique, ainsi que le sens des électrons et aussi le double déplacement des ions dans une solution ionique ou électrolytique. Alors, pour la deuxième question, on vous demande de calculer la valeur de l'intensité du courant mesurée par l'ampéromètre qui est monté ici. Comme vous voyez, l'ampéromètre va indiquer la valeur de l'intensité du courant principal. Alors, deuxièmement, l'intensité du courant donc, par la relation habituelle. Donc, I est égal le calibre fois le nombre de divisions indiquées par l'aiguille sur le nombre total du cadran. Et comme vous voyez, l'aiguille de l'ampéromètre indique une valeur à peu près égale à 90. Le calibre, il est réglé sur la valeur 3 ampères. Donc, comme application numérique, I est égal le calibre 3 fois le nombre de divisions indiquées à peu près 90 sur le nombre total de divisions du cadran qui c'est 100. 270 sur 100 qui est égal à 2,7 ampères. Alors la valeur mesurée par l'ampéromètre 2,7, donc maintenant l'incertitude, troisième question, c'est de déterminer l'incertitude absolue. Donc l'erreur commise delta I, il est défini par la relation suivante, delta I est égal à la classe de l'appareil fois le calibre utilisé sur 100. Alors c'est une relation donnée par le constructeur pour estimer l'erreur commise. Alors la classe de l'appareil est indiquée sur l'appareil est égal à 1,5 fois le calibre utilisé 3 sur 100.
est égal à 0,045 ampères. Donc ça veut dire que la valeur ou l'erreur commise au cours de la mesure, donc ce qui nous permet à représenter ou à présenter la valeur mesurée. Et donc à partir de l'incertitude absolue, la quatrième question vous demande de déterminer la précision. La précision de mesure. La précision de mesure là est déterminée par delta I sur I qui est égal à 0,045 sur la valeur mesurée 2,7 qu'on peut calculer. Donc 0,045 divisé par 2,7 est égal 1 sur 60, donc est égal de l'ordre 1,66%. Ça veut dire la valeur où donc l'erreur est de 1,66%. Voilà, donc on peut représenter le résultat mesuré de cette façon-là en calculant delta I et la précision. Et pour la cinquième question, vous demande de calculer le courant I4 qui traverse l'électrolyseur ou bien la solution ionique. Alors, donc ici on va utiliser la loi des nœuds pour calculer le courant I4. Cinquièmement, en appliquant la loi des nœuds, bien sûr vous avez des données là, nous avons I1 est égal à 1 ampère, le courant qui traverse la lampe L1, I2 est égal à 1,2 ampère. Donc là, pour calculer I4, le courant principal était de 2,7 ici. J'ajoute là 2,7. Le courant principal I est égal à 2,7 ampères. Donc ici A est un nœud. Donc ici A est un nœud. I est égal à I3 plus I1. Connaissant I et I1, on peut en déduire I3. Donc I3 est égal à I moins I1, qui est égal à 2,7 moins I1, qui est 1 ampère. Donc I3, le courant qui traverse I3, le dipôle D, est de l'ordre de 0,7 ampères. Voilà. Ici, étant donné que I2 est égal à 1,2, en appliquant 1,2 ici, pardon, là, 2,7 moins 1, c'est 1,7. Là, je m'excuse là. I3 est égal à 1,7 ampères. Donc, connaissant I2, B aussi c'est un nœud, on peut appliquer la loi des nœuds. I3 est égal à I2 plus I4. C'est ça? C'est ça? Ben, on peut en déduire I4. I4 est égal à I3 moins I2. Voilà. Donc I3, c'est déjà calculé. C'est 1,7 moins I2, 1,2. Donc le courant qui traverse la solution ionique, son intensité I4, d'où la question I4 est égal à 0,5 ampères. Alors ici l'objectif de la question, c'est d'être capable d'appliquer la loi des nœuds. Alors pour la dernière question, il vous demande de calculer le nombre d'électrons qui traversent la lampe L1. C'est ça, pendant une durée delta T. Alors, la dernière question de l'exercice, sixièmement, on sait que la quantité d'électricité qui traverse la section d'un conducteur pendant est égale I fois delta T.
est égal aussi, est égal le nombre d'électrons fois la charge élémentaire. Et comme ça, on en déduit, le nombre n est égal I fois delta T sur la charge élémentaire E. Voilà la relation qui nous permet de calculer le nombre d'électrons. Donc une petite application là. Alors n, ici on s'intéresse, j'ai dit on s'intéresse à la question le nombre d'électrons qui traversent la lampe L1, donc ici c'est I1. Donc application numérique n est égale I1 c'est 1 ampère fois pendant une durée de delta t qu'on va convertir en secondes sur la charge élémentaire 1,6 10 puissance moins 19. Alors, tu calcules fait, électrons, je ferai les calculs, électrons, donc 600 divisé par 1,6 est égal. Donc 370 puissance 19. Donc en écriture scientifique, 3,75 10 puissance 17 électrons. Donc c'est électrons, donc c'est le nombre d'électrons qui traversent la lampe L1 pendant une durée delta T est égale à 10 puissance 7. Voilà l'exercice 1. Donc ici je répète les calculs. 600 divisé par 1,6 exposant moins 19 est égal 3,75, c'est vrai, 3,75, je m'excuse là, 21. C'est vrai maintenant? C'est vrai, c'est bien. Voilà, donc il faut bien sûr, l'application numérique est importante. Voilà, l'exercice 1 se termine là. Donc l'exercice 2 s'intéresse à la tension électrique. Donc nous avons ici deux montages, un montage en série et un montage en parallèle. Donc tel que le voltmètre V1 dans les deux cas indique à la valeur 4,5 volts. Donc la première question, sachant que les voltmètres sont digitales, déterminez pour chaque voltmètre la borne V et la borne COM pour avoir une lecture positive. Donc on va répondre pour avoir une lecture positive et lecture positive, on doit monter le voltmètre de cette façon-là, quel que soit le dipôle. Ici, le dipôle, ici le courant entre par là, donc I, c'est la borne positive, et ici c'est la borne négative. Donc on doit monter l'ampéromètre de cette façon-là pour avoir une valeur positive telle que la borne COM du voltmètre est liée à la borne négative qui est liée à la borne négative du générateur et la borne V à la borne qui est liée à la borne positive du générateur. Et comme ça, pour toutes les dipôles, et comme ça, le voltmètre va indiquer une valeur positive. Alors, pour la deuxième question, donc la première question, on n'a pas encore terminé de représenter les tensions UPN, UAB, UBC, UCD. Sur le schéma, je représente la tension. Voilà la tension UPN, la tension UAB, là, et la tension UCD. Voilà, la tension UCD, toujours on sait maintenant représenter UCD. Pour la figure 2, pour le deuxième schéma, la tension indiquée par le voltmètre UPN, la tension UAB, et la tension UBC. Donc il faut savoir représenter les tensions dans un schéma, ça veut dire de cette façon-là. Alors, maintenant c'est l'objectif de la deuxième question, c'est de représenter la tension UPN, UBC, UAB. Voilà l'objectif, et UCD
il est représenté là. Voilà, nous avons un montage parallèle et un montage série. Alors, pour la deuxième question, pour la figure 2, quelle est la relation qui existe entre les trois tensions? Donc, premièrement, on a représenté les tensions. Pour la figure 1, ou bien le montage série, vous voyez que les points P, A, C appartiennent au même fil, donc ils ont le même potentiel, ainsi que le point N, P descend dans le même état électrique. Alors, la loi de l'unicité de la tension UPN est égale à la tension UAB est égale à la tension UCD, bien sûr, est égale à la valeur indiquée par le voltmètre V1 qui est égale à 4,5 volts. Voilà, donc ça veut dire ici l'objectif de la question, c'est de savoir l'unicité de la tension. Donc déterminer, deuxièmement, c'est de trouver la relation et de déterminer la valeur de UAB et de UCD. Voilà. Pour la troisième question et pour la figure 2, le voltmètre V3. Le voltmètre V3 ici, donc le voltmètre V3, c'est le voltmètre qui est lié entre les bornes du dipôle DI, indique la valeur 2,4 V3, 2,4 volts, et on vous demande de calculer la valeur de la tension UAB. Alors, troisièmement, figure 2, donc les dipôles sont montés en série, donc on peut appliquer ici, donc la dernière question nommée, c'est la loi utilisée, la loi d'additivité des tensions telles que, la loi ici c'est UPN est égal UAB plus UBC. Connaissant UPN et connaissant UBC, donc UBC c'est la tension indiquée par le voltmètre V3, donc UAB, donc c'est la loi d'additivité de tension UPN moins UBC. Voilà. Donc ici l'objectif c'est de savoir appliquer ces lois-là, les caractéristiques de la tension est égale la valeur 4,5 moins 2,4. Donc la valeur indiquée, donc 5 moins 4 c'est 1,0 volts. Donc la tension UAB, voilà, donc ici l'objectif d'exercice 2 se termine là. Donc son objectif c'est de savoir représenter les tensions par des flèches et de savoir les caractéristiques de la tension étant donné la loi de l'unicité et la loi d'additivité. L'exercice 3, donc on a 3 conducteurs ohmiques de résistance R1, R2 est égal à 100 ohms, R3 est égal à 50 ohms, sont montés comme indique la figure suivante, telle que la tension en borne du générateur est de 10 volts. Et ici, c'est la caractéristique du conducteur ohmique R1. La première question vous demande, à partir de la caractéristique, de déterminer la valeur de la résistance R1. Donc, la première question, donc à partir de la caractéristique U de R1 est égal F de I qui traverse le conducteur, et puisque UR est proportionnel à I, on peut écrire UR1 est égal R1 fois I. Alors, et R1 représente le coefficient directeur de la fonction UR1 en fonction de I, tel que R1 est égal delta U R1 sur delta I. Je prends, c'est le coefficient directeur, je prends deux valeurs les plus simples. Là, 0, donc 5 volts, ça correspond à 50 milliampères, et le point 0, 0. Donc je fais la conversion milliampères, 10 puissance moins 3, donc est égal à 5
10 puissance 3 sur 50. Donc, la valeur de R1 est égale à 100 temps. Voilà, on a déterminé la valeur de R1 à partir de la caractéristique du conducteur ohmique. Pour la deuxième question, déterminer la résistance R1 de l'association mixte des résistors R1, R2, R3. Voilà, vous voyez que R1 et R2 sont montés en parallèle et R3 est monté avec l'ensemble en série. Alors on sait, bien sûr, il faut savoir cette association-là. La deuxième question, nous avons ici les conducteurs ohmiques R1 et R2 sont montés en parallèle et l'ensemble est monté, R3 pardon, est monté en série avec R1 et R2. Alors, la résistance équivalente à R1 et 2 que je nomme R1, 2, vous savez bien sûr faire ça, R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, et l'ensemble, ou l'association est équivalente à un seul conducteur ohmique de résistance R. Alors, l'association R3 est associée en série avec R1 et R2, donc la résistance équivalente de l'ensemble est égale à R12, R1 fois R2 sur R1 plus R2 plus R3. Voilà la résistance équivalente de l'association des trois conducteurs ohmiques. Une application numérique là, pour faire l'application numérique là, nous avons ici R1, on a calculé R1 à partir de la caractéristique, c'est 100 ohms. Donc R1, c'est 100 fois 100 sur R1 plus R2, c'est 200, plus R3, c'est 50, donc est égal, ici, donc ça me reste 100 sur 2, c'est 50, plus 50, donc est égal à 100 ohms. Donc la résistance équivalente de l'ensemble est égale à 100 ohms. C'est l'objectif de la question 2. Troisième, sachant que le voltmètre indique la tension 5 volts, quelle serait l'indication de l'ampéromètre? Et là, ici, l'ampéromètre indique I. L'ampéromètre indique l'intensité du courant principal. Alors, la troisième question, la tension indiquée par le voltmètre, c'est la tension U3, telle que UR, la tension U3 est égale à R3 fois I. Donc on peut en déduire l'intensité I est égale à U3 sur R3. Donc R3 est égal à 50 ohms. Donc ici, pour calculer une application numérique là, I est égal à la valeur indiquée par le voltmètre 5 et la valeur de la résistance R3 est égale à 50 ohms. Donc est égal 5, 50, 0,1 ampère. Donc la valeur du courant principal est égale à 0,1 ampère. La quatrième question, petit a, on vous demande de calculer par deux méthodes la tension UAB. Alors là, la tension UAB par deux méthodes. Petit a. Quatrièmement, petit a. Donc ici, la tension UAB, c'est la tension entre les points A et AB, donc la tension UAB. Et vous voyez qu'on peut écrire pour la première méthode, on peut écrire que UAB est égal à la résistance équivalente des deux conducteurs R1 et R2 que j'ai déjà symbolisé par R12 fois I. Donc application numérique R1 et R12, donc c'est la résistance équivalente à ces deux-là, 100 donc 50 fois 0,1 qui est le courant est égal à 5 volts.
Voilà la première méthode. Est-ce qu'on a une autre méthode pour calculer la tension IAB? Là, ici, pour la deuxième méthode, là, nous avons ici, nous connaissons la tension I3, connaissons la tension au bord du générateur et on va en déduire IAB en appliquant la loi d'additivité de tension telle que UG est égal UAB moins la tension U3 au bord du générateur, donc U3 plus là, donc UAB est égal à la tension au bord du générateur UG moins U3. Étant donné que UG est égal à 10 volts, moins la tension indiquée par le voltmètre, c'est 5, donc est égal à 5 volts. Voilà UAB. Par deux méthodes, donc c'est la même chose. Et pour la dernière question, petit b, on doit calculer les intensités I1 et I2. Donc petit b, en fin de compte, vous voyez que UAB est égal R1 fois I1 implique I1 est égal UAB sur R1 est égal 5 volts sur R1 600 est égal 0,05 ampères. Et pour I2 de la même manière, I2, c'est pas la peine de répéter, I2 est égal UAB sur R2 qui est égal aussi 5 volts sur R2. Donc R2 c'est combien? R2 c'était 100, c'est ça? Oui, 100 est égal 0,05 ampères. Et comme vous voyez là, I1 est égal à 0,05, donc la loi des nœuds est vérifiée là, 0,05 plus 0,05 est égal à 0,1. Voilà, l'exercice 3 se termine là. Donc ici l'exercice de chimie. Donc la première partie, un comprimé contient 500 g de vitamine C, C6H8O6. Donc la première question, quelle est la masse molaire de l'acide ascorbique? Donc la première question, la masse molaire de l'acide ascorbique C6H8O6 est égale 6 fois la masse molaire du carbone plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc est égal 6 fois 12 plus 8 fois 1, la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois 16. Alors, tout calcul fait, ça nous donne 176 grammes mol moins 1 ou par mol. Voilà. Donc, la masse molaire de l'acide ascorbique. La deuxième question, quelle est la quantité de matière de l'acide ascorbique dans ce comprimé-là? Deuxièmement, par la même méthode, le nombre de moles est égal à la masse de l'échantillon sur la masse molaire. Ici, la masse de l'échantillon est égale à 500 mg. Vous devez faire la conversion gramme 0,5 sur 176. Est égal, tu calcules fait, je vais trouver là, 2,84 10 puissance moins 3 moles. Voilà. Donc c'est simple d'utiliser la relation qu'il y a entre la quantité de matière et la masse de l'échantillon. La troisième question, combien y a-t-il de molécules d'acide ascorbique dans un comprimé? Troisièmement, alors, quelle est la relation entre la quantité de matière et le nombre d'entités n sur la constante d'Avogadro implique que le nombre de molécules est égal le nombre de moles fois n. Donc c'est la relation qui nous permet de lier la quantité de matière au nombre d'entités dans l'échantillon. Donc en application numérique n, la quantité de matière calculée 2,84 10 puissance moins 3 fois 6,02 10 puissance 23.
Donc un petit calcul est égal, j'espère que les calculs 1,71 10 puissance 21 molécules. Voilà, donc l'échantillon de masse M est égal à 0,5 g contient 1,71 10 puissance 21 molécules. Alors comme une petite application là, l'orange contient l'acide ascorbique 6,6H8O6, on presse une orange moyenne et on recueille la masse de 63,2 mg. La question, combien d'oranges devrait-elle manger pour absorber autant de vitamine C qu'il y a dans un comprimé? Alors, pour répondre à la question, la règle de 3 nous permet de résoudre ce problème-là. On suppose une orange contient, une orange pressée, contient 63,2 mg de vitamine C, et on suppose la question, les 500 grammes dans un comprimé correspond à combien d'oranges? 500 mg, donc c'est un petit calcul X orange. Alors un petit calcul ne peut définir le nombre d'oranges équivalentes à un seul comprimé. X est égal à 500 sur 63,2. Donc un comprimé de vitamine C correspond environ à 8 oranges, donc de l'ordre de 7,91 oranges. Voilà, donc l'équivalence d'un seul comprimé qui contient 500 mg. Alors la deuxième partie de l'exercice, partie 2. Donc la partie 2, nous avons une cartouche de gaz C4H10 de volume 700 ml, de masse volumique 0,6 g par mol. La première question nous demande de calculer la masse du liquide. Alors petit 1, on sait bien que la masse est égale à la masse volumique fois le volume VB. Ici la masse volumique ρ, donc est égale à une simple application 0,6 fois 700. Ici donc c'est 420 grammes. Donc oui, donc là, donc ici la masse correspondante à un volume V de 700 est égale à 420 grammes. Pour la deuxième question, quelle est la quantité de matière du butane dans la cartouche? C'est simple à dire. Deuxièmement, le nombre de moles, toujours, c'est la masse sur la masse molaire. Ici, vous devez calculer la masse molaire de C4H10 pour appliquer la relation. Donc, le nombre de moles, la masse molaire, bien sûr, avec la même méthode, C4H10 est égal à 4 fois la masse molaire du carbone aussi 12 plus 10 fois 1. Alors là, 8, 4 plus 10 est égal à 58 grammes par mol. Et comme ça, on peut calculer maintenant le nombre de moles est égal à la masse de l'échantillon sur la masse molaire qui est égale à 420 sur la masse molaire, 58 grammes par mol. Donc un petit calcul qu'on peut faire là, on peut obtenir 7,24 moles. À peu près, moles. Voilà, et la dernière question, quel est le volume total du gaz qu'on peut recueillir lorsque le liquide passe totalement au gaz? Alors là, la relation qu'on utilise là, nous connaissons le volume, étant donné le volume molaire est égal à 24 litres par mol, donc le nombre de moles est égal au volume du gaz sur le volume molaire. Donc le volume du gaz est égal à N fois Vm, qui est égal à 7,24 fois 24, donc à peu près le volume qu'on peut recueillir, à peu près 173,76 litres. Voilà, et notre devoir se termine là, et j'espère que vous avez bien acquis ça.
et merci.